Nous nous déplaçons de Montpellier à Paris et dans un lieu peu étudié, finalement, le Collège de France. Je cède la parole à Jean-Luc Chappey. Bien, pour commencer, je voulais remercier Sylvia, Stéphane et Antoine pour me donner l'occasion de présenter un nouveau projet de recherche, en effet portant sur le Collège de France, et c'est pas sans un certain plaisir que j'ai à le présenter ici devant quelques professeurs du Collège de France du XXIe siècle. Alors pour dessiner mon corpus, j'ai choisi de partir en fait des séances publiques qui sont présentées au Collège de France entre un moment particulier qui est l'année 1780 jusqu'en 1803. Ça me permettait en quelque sorte de rentrer dans un corpus. Ces séances publiques sont paradoxalement assez bien documentées dans la presse de l'époque, dans les assemblées des professeurs, et à travers tout un ensemble de documents aussi divers que des registres de comptabilité, des affiches. Bref, on trouvait là, si vous voulez, un corpus, et paradoxalement, je me suis aperçu que ces séances, elles n'étaient pas trop étudiées, sinon assez méconnues. Alors pour cette raison, je me suis posé deux questions, en fait. Que nous disent ces séances publiques? D'une part, sur l'histoire de cet établissement, et puis surtout sur la transformation de l'organisation des savoirs entre les XVIIIe et le XIXe siècle, et en particulier dans la manière d'intégrer ou non un public qui restera malheureusement assez mystérieux. Mais il faut savoir, pour pas qu'il y ait trop de suspense, on estime que les séances publiques du Collège de France, entre 1780 et 1803, sauf pendant la période révolutionnaire, attirent entre 300 et 500 personnes. Tous des séances publiques qui se déroulent une fois par an à la rentrée du collège, en novembre, et donc font l'objet d'une première séance publique qui se déroule à 4 heures de l'après-midi, qui est annoncée le 4 juin 1780 par l'Assemblée des professeurs, qui sont déjà assez attentifs au fait qu'il faut réunir le public, attirer le public, mais aussi empêcher que le public s'ennuie. Donc très rapidement, ces séances publiques font l'objet de certains règlements, de certaines contraintes. On est en 1780, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi 1780 ? Indéniablement, le Collège de France, un petit peu comme aujourd'hui, vit sous une contrainte qui est très forte, qui est la concurrence. On estime en 1780 qu'il y a à peu près dans tout Paris environ 120 cours publics. Il s'agit donc de faire face à une concurrence, d'attirer un public à travers la présentation des professeurs considérés comme les plus représentatifs de l'époque. Donc on a là Fauvillier, Lalande, Delille, Portal, Bouchot et Mauduit. 1780, c'est aussi une année intéressante car, selon moi, elle clôt finalement une longue période de crise du Collège de France. Il faut savoir que pendant toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on pourrait dire même la première moitié, l'établissement souffre de différents problèmes, en particulier de problèmes financiers, et donc sollicite très régulièrement l'État, et en particulier la Maison du Roi, un certain Lavrière, qui est donc la tutelle, en quelque sorte, directeur de la Maison du Roi, qui est la tutelle du Collège de France, et que cette crise indéniable que subit le Collège va avoir comme effet de provoquer, il me semble, après 1770, on est au moment du coup d'État Maupeou, la volonté sûrement également de la monarchie de reprendre en main l'établissement. À partir de 1772, il va y avoir une réforme très importante qui va donner lieu à un véritable débat public, réforme qui va aboutir le 19 mars 1773 à une réforme essentielle du Collège de France, puisque par lettre patente, tous les professeurs du Collège de France sont agrégés à la faculté de la Sorbonne, à l'université. Vous avez également des réformes pédagogiques. Et donc, ça va poser un certain nombre de problèmes, puisque entre 1770, date à laquelle est lancée cette réforme, jusqu'en 1773, vous allez avoir une véritable querelle, dont nous avons, c'est très bien documenté, aussi bien dans les archives de cet établissement, ça c'est intéressant, qu'à la BIS, à la Sorbonne, avec échange de pamphlets, une véritable polémique entre les professeurs du collège qui soutiennent dans leur grande majorité, pas tous, cette réforme
qui est en particulier impulsé par un personnage très important qui arrive au collège dans les années 1768, qui est Jean-Jacques Garnier, qui va promouvoir cette réforme, et qui est aidé par Jérôme Lalande, un jeune chimiste, mathématicien, qui va également favoriser cette réforme. Eux sont favorables, mais les professeurs de l'université ne sont absolument pas favorables et le font savoir dans tout Paris, en distribuant des pamphlets, en publiant même des imprimés. Et ça donne lieu, si vous voulez, non seulement à cette querelle et à une crise interne au collège, puisque au sein même du collège, eh bien, le fait de devoir s'agréger en quelque sorte à l'université va poser un certain nombre de conflits qui vont aboutir très rapidement à la démission de certains des professeurs les plus connus. Alors, échange, je dirais, échange d'amabilité entre le collège et la Sorbonne. Je vous en donne un exemple, un professeur du collège de Montaigu, un certain Jean-Baptiste Duragon, qui n'hésite pas à mettre en cause l'attractivité et donc l'utilité des cours proposés par l'établissement de la place Cambrai, le Collège de France. Je cite, « Vous ne donnez point de leçons particulières parce que vous n'avez pas d'auditeurs. Vous n'avez pas d'auditeurs parce qu'on n'a pas besoin de recourir à vous pour les choses que vous enseignez. On n'a pas besoin de recourir à vous parce que les leçons dans toutes les parties des sciences sont réparties dans tout Paris. Par toute la France, il y a une infinité d'académies, de maîtres publics et gratuits en tout genre, de livres tant élémentaires que profonds sur toutes les matières que vous traitez. Donc, vous êtes comme professeur inutile à l'État et au public, il faut donc vous supprimer. » Cette violence, il faut savoir qu'on va la retrouver de part et d'autre. Les professeurs du Collège de France, sous la conduite de Garnier, n'hésitant pas eux-mêmes à mettre en cause l'utilité, le terme est naturellement au cœur de la question, qui est utile. Et finalement, au bout de 3 ans, eh bien, Louis XV, ses services, en quelque sorte, vont taper sur la table et imposer à l'université le rapprochement avec le collège. Non sans mal du côté de l'université, parce que cette décision va avoir pour effet de priver l'université d'une partie des financements qui leur avaient été promis depuis les années 1760. Il faut savoir, on ne se rend pas trop compte dans le quartier, mais il faut savoir qu'entre le Collège de France et les différents collèges de l'Université de Paris, il y a un véritable conflit qui n'est pas un conflit théorique, mais un conflit spatial, c'est-à-dire qui grignote le plus de terrain. Et le Collège de France avait prévu en particulier, le collège Louis-le-Grand avait en particulier prévu de s'étendre vers la place de Cambrai. Eh bien, l'argent nécessaire à cette extension spatiale va être donné au Collège de France. Donc, si vous voulez, c'est en même temps une réforme qui va permettre de stabiliser, on va dire, les finances du Collège de France, lui permettre de fonctionner de manière plus stable. On voit là qu'il y a, si vous voulez, un financement, un essor du financement qui va être attribué au Collège de France, mais néanmoins, ça va en même temps fragiliser ce Collège de France, puisque cette réforme va aboutir à la démission, vous voyez, de certains professeurs très connus à l'époque, Joseph de Guignes, qui a été sur la chaire de Syriac depuis 1757, et Antoine Terrasson sur la chaire du droit canon. Alors, ce qui explique d'ailleurs que ces démissions expliquent les réformes de certaines chaires, puisqu'il faut savoir qu'à partir de 1769 et jusqu'en 1773, eh bien, vous avez de nouvelles chaires qui vont être créées, du fait en particulier que l'université considérait certaines chaires inutiles, et une des chaires, par exemple, de droit canon, va être transformée en chaire du droit des gens et du peuple. Vous avez plusieurs réformes pédagogiques qui vont suivre donc cette réforme de 1773. Alors, on peut considérer donc que, si vous voulez, cette séance publique de 1780 est d'abord faite pour légitimer en quelque sorte cette réforme et montrer l'unité du collège devant donc le public et surtout devant l'État. On voit que les différents professeurs qui sont choisis pour intervenir lors de cette séance, Vauvilliers, Lalande, Portal, Bouchot, ont obtenu, vous voyez, les chaires entre 1766 et 1773 dans cette dynamique de réforme pédagogique liée à la réforme. La séance de 1780, elle est aussi liée, on pourrait me dire, pourquoi 1780 et pourquoi pas 1774 ou 1775. En fait, cette séance publique, elle est, je pense, tenue en 1780, parce que 1780, c'est la fin d'un immense et vaste plan de réaménagement du Collège de France,
qui en fait commence dès les années 1760, mais qui va être véritablement achevé en 1776-1778. Et en particulier, donc on le voit ici, donc vous allez avoir, parce que cet aménagement du collège, voilà, qui est sur donc le plan du Collège royal, qui va donner lieu à l'intervention de l'architecte Chalgrin et de plusieurs hauts personnages de l'État, de l'Académie des Arts, etc., va donner lieu en particulier à l'aménagement de la salle des Arts, vous voyez en haut à droite, qui va permettre véritablement d'attirer, d'accueillir un public très nombreux. Je vous cite, qui est destiné à accueillir un public nombreux, qui donne lieu d'ailleurs, parce qu'il y a une sorte de publicité dans certaines publications. Il est dit que la salle est décorée de 18 colonnes ioniques, d'une statue du buste de Louis XVI et d'un plafond réalisé par le peintre, membre de l'Académie royale de sculpture, Hugues Taraval, allégorie à la gloire des princes. L'éclairage semble avoir donné lieu à pas mal d'attention, puisque le journal des sciences et des arts de 1775 nous dit qu'une lanterne décorée de pilastres composites éclaire toute la salle, ce qui produit un effet mystérieux et propre à un lieu académique. Cette salle est dans un genre absolument nouveau pour nous. On présume que c'est dans ce genre de salle qu'était construite celle d'Athènes où les philosophes donnaient leurs leçons, lieu destiné à la méditation. Bon, on retrouve, vous voyez, ce modèle grec dont nous parlait Mélanie tout à l'heure, pour nous dire que véritablement, le collège devient en quelque sorte un lieu où il faut venir, un lieu où surtout on met en scène, en quelque sorte, la nécessaire encyclopédisme. Le Collège de France est en effet présenté à chaque fois comme le lieu idéal où se mélangent les lettres et les sciences. Et naturellement, les séances publiques doivent en quelque sorte mettre en scène cette union entre les lettres et les sciences. Alors, ces séances vont avoir, dès le début, on va dire à certains succès, elles font l'objet de très nombreux comptes rendus, de présentations dans les journaux, à partir de 1780 dans le Journal de Paris, qui fait régulièrement référence à ces séances. Elles ont pour but, naturellement, de célébrer l'absolutisme. Alors, il faut savoir qu'une seule année où il va y avoir 2 séances publiques, c'est 1782, où est organisée une séance publique pour célébrer, en quelque sorte, la naissance du dauphin. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à travers, justement, les discours qui sont tenus lors de ces séances, c'est véritablement célébrer cette union des sciences et des lettres. La rentrée publique du Collège royal s'est faite lundi 10. Donc, en novembre, cet établissement, peut-être trop peu connu, offre sans cesse à l'émulation un secours dans tous les genres de sciences et de littérature. À partir de novembre 1784, parce qu'on estime justement que cette séance, il faut savoir que la séance de rentrée va lancer en quelque sorte la saison des enseignements, puisque le lendemain même commencent les premiers cours qui sont eux-mêmes en quelque sorte affichés par le biais d'affiches. Et donc, voilà, cette séance, elle marque véritablement un moment important. Et à partir de novembre 1784, cette séance publique va être aussi l'occasion de présenter la leçon inaugurale des nouveaux professeurs qui arrivent. Donc on voit bien qu'au sein même de l'institution, cette institution prend une place de plus en plus importante. Je parlais tout à l'heure des aménagements. Il faut savoir qu'il y avait des aménagements au sein du collège, mais il y a aussi des aménagements dans le quartier. En particulier, il y a tout un débat, il y a des plans dans les archives du collège, c'est intéressant, de déplacer une grande fontaine qui était au bout de la rue de Cambrai, qui en quelque sorte empêcher véritablement les circulations d'hommes. Donc on voit bien qu'il y a véritablement une stratégie en quelque sorte autour de cette nécessité de capter un public principalement parisien, un public mondain, dont on n'a malheureusement pas trop de renseignements, mais par contre quelqu'un qu'on connaît bien, Hardy, nous parle, nous évoque cette séance en particulier, donc celle de 1784, un peu comme tout le monde, il décrit, mais il signale que ces discours, appréciés par leur valeur, dans le moment même par une critique qui paraît impartiale, en applaudissant au bon endroit, et témoignant par un espèce de léger murmure son mécontentement des endroits faibles, ou qu'il jugeait susceptible d'être rectifié. On voit bien dans ces travaux sur l'espace public dont parlait Stéphane tout à l'heure, comment cette assemblée pouvait aussi jouer un rôle dans, non pas la hiérarchie entre les professeurs, mais dans la réputation de certains professeurs, meilleurs orateurs que d'autres. Signalons quand même que, après avoir vu qui parle lors de ces séances, on s'aperçoit que c'est toujours à peu près les mêmes qui sont choisis,
en particulier Jérôme Lalande, et puis certains qui doivent être des beaux parleurs, en particulier Cournant, ce qui n'empêche que, vous voyez, Hardy, évoquant l'abbé Lourdet, nous dit en substance qu'on lit sur les langues qu'on trouve ennuyeux et aussi lourd que son nom. Lui, Lourdet, ne participera pas plus ensuite à d'autres séances publiques. Alors ces séances publiques, elles vont, à partir des années 1785-1786, faire l'objet d'une réelle réflexion dans les assemblées des professeurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont organisées à partir de 1786 par une commission, qui est chargée en quelque sorte de faire un appel aux professeurs qui veulent intervenir, mais qui est chargée également de lire les mémoires qui seront présentées lors de cette séance publique. Il y a volonté quand même de surveiller un peu ce qui s'y passe, et surtout à partir de 1785-1786, comme vous ne l'avez peut-être pas vu tout à l'heure, parce que j'étais trop vite, mais dans ce plan, on voit aussi qu'est créé un amphithéâtre, et à la droite de l'amphithéâtre, il y a deux espaces qui sont consacrés aux expériences de chimie en particulier. Il y a la volonté du Collège de France de ne pas du tout se mettre à distance de la science en train de se faire, en particulier, on a parlé de la chimie, et on a, parmi les professeurs du Collège de France, à ce moment-là, quelqu'un qui est un collaborateur de Lavoisier, qui va jouer un grand rôle, justement, dans la médiatisation des travaux de Lavoisier. C'est Louis Lefebvre-Ginot, qui va présenter, lors de cette séance publique, non pas une expérience en train de se faire, mais le récit d'une expérience qu'il a fait quelques mois auparavant, avec le gratin des savants de l'Académie et quelques personnalités. On voit bien ici, si vous voulez, entrer en quelque sorte les expériences. Portal, lui, n'hésite pas à faire des expériences de médecine devant le public. Et donc tout ça montre l'intérêt, en quelque sorte, que les professeurs accordent donc, à ces séances publiques. Alors naturellement, ça se gâte progressivement, ou du moins ça se gâte. Mais ces séances publiques vont justement devenir des moments particulièrement importants quand le Collège de France entre dans une période qu'on peut qualifier une période d'incertitude. À partir de 1789, on le sait, c'est assez bien documenté dans les travaux assez classiques, les nouvelles tutelles, en particulier de l'Assemblée nationale, commencent à de nouveau se réinterroger sur l'utilité des établissements parisiens. Donc en décembre 1789, il y a une sorte de... Comme on voit encore aujourd'hui, on ne va pas devant le ministre, mais chaque représentant de l'établissement doit présenter, justifier de l'utilité de son établissement devant les membres de l'Assemblée nationale. Et c'est à ce moment-là que Garnier va présenter un texte très fameux, qui sont les éclaircissements sur le Collège de France, qui va être publié en 1790. Alors c'est un texte très intéressant, dans lequel, justement, Garnier est le premier à employer dans ce texte. Donc, pourquoi doit-il faire ce texte? Parce qu'il y avait au Collège de France un certain nombre de cours, en particulier le cours de Daubenton, professeur depuis 1778 d'histoire naturelle, plusieurs cours qui apparaissaient aux autorités comme des doublons. Donc tout simplement, pour faire des économies, il avait été prévu de dire qu'au lieu de faire un cours d'histoire naturelle au Muséum et un autre cours au Collège de France, on allait réunir le cours, on allait supprimer donc la chaire d'histoire naturelle du Collège de France pour la réunir au Jardin du Roi. Il y avait aussi d'autres problématiques, en particulier la chaire du professeur de médecine, Portal, dont on se demandait bien qu'est-ce qu'il faisait encore au Collège de France. Garnier va mener avec d'autres une véritable campagne auprès des nouvelles autorités pour montrer que l'établissement Collège de France est le seul établissement parisien à permettre ce qu'il appelle la mise en scène d'une encyclopédie vivante. Il dit on ne peut pas séparer les cours, sinon on brise l'ensemble de l'équilibre, si vous voulez, pédagogique. Chaque cours est lié les uns avec les autres. Et il prend pour exemple justement le public qui vient régulièrement aux séances publiques en disant voilà, les cours séparément, ça marche, mais ce qui marche encore plus, c'est justement ces séances publiques qui mettent en scène la capacité unique et exclusive dans la géographie pédagogique et scientifique parisienne de cette encyclopédie vivante. Alors ça n'empêche pas... Alors ce texte, il est très connu, il faut savoir qu'il va être réédité à différents moments de la vie du collège. Ça n'empêche pas que le collège vit à partir de 1790 un moment assez trouble dans son existence.
D'un côté, parce qu'il continue d'être l'objet de très nombreuses critiques, et surtout qu'il va être confronté, je dirais, à de nouvelles réformes. Nouvelles réformes, en particulier la constitution civile du clergé, qui oblige un certain nombre de professeurs, on a parlé de l'abbé Lourdet, l'abbé Cournant, l'abbé Garnier, le collège est à ce moment-là, quand même, les professeurs de l'État ecclésiastique sont encore très nombreux, ils doivent choisir entre prêter serment ou non à la constitution civile. En 1791, vous allez avoir un certain nombre de départs, en particulier de la personnalité la plus importante du moment, l'abbé Garnier, qui va quitter, parce qu'il refuse donc de jurer à la constitution civile du clergé, et donc il doit quitter l'établissement. Alors on voit qu'à partir de novembre 1790, lors de cette année heureuse, les professeurs du Collège de France cherchent à s'adapter aux nouvelles attentes des autorités. Je dirais que c'est là qu'on voit apparaître, vous voyez, on nous dit que M. Cournant a lu un essai en prose sur l'éducation nationale. On nous dit que l'Antoine Rémy Mauduit, cher de mathématiques, lit un mémoire sur l'aménagement de la Seine. On a là véritablement, si vous voulez, des transformations. Alors, on le voit assez bien sur les affiches individuelles des cours. On voit qu'il y a un décalage entre le moment où l'affiche a été publiée et le moment où le cours commence. Les intitulés des cours sont raturés et on rajoute à la main un nouvel intitulé qui, dans le cas de Cournant, montre qu'on passe, non pas de choses éthérées et sans intérêt, mais de choses beaucoup plus concrètes qui font écho aux débats qui ont lieu sur l'éducation nationale au même moment, en 1790, sur les bancs de l'Assemblée nationale. Bouchot, donc si on prend les cours individuels, vous voyez, Bouchot dont je parlais tout à l'heure, c'est lui, il barre aussi, commencera le samedi 27, donc là c'est son propre cours, à 9h30, un cours sur les devoirs de l'homme et du citoyen. Bon, on est en plein débat sur la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme. Et je passe sur Lalande qui propose, donc vous voyez, il y a une volonté qui n'est pas nouvelle. En 1785, on va faire écho à l'expédition de la Pérouse, mais néanmoins, il y a la volonté, cette fois, véritablement, je dirais, de montrer cette conversion politique du collège royal au collège. À partir de la fin 1790, le collège devient de France, et toutes les affiches qui étaient écrites en latin sont désormais écrites en français. Donc là, il y a aussi, si vous voulez, cette volonté de rester, en quelque sorte, en phase avec le public qui se radicalise. Le Collège de France veut, par exemple, déplacer La Fontaine, s'oppose la section populaire de Cambrai qui refuse le déplacement de cette collège. Donc, si vous voulez, l'environnement ne devient pas hostile, mais je dirais que les professeurs, l'Assemblée des professeurs du Collège de France doivent négocier désormais avec des nouveaux acteurs qui complexifient davantage l'existence institutionnelle de ce collège. Alors, à partir de novembre 1991, de plus en plus, la presse fait écho des tensions qui peuvent exister au sein du Collège de France. Alors, il faut savoir, Cournant, je ne reviens pas dessus parce qu'il est assez connu, mais Cournant est le premier prêtre marié de France. Il se marie, il vit au collège, il a 3 enfants, donc on a en quelque sorte les traces de cette vie familiale au Collège de France. Et Cournant, vous voyez bien, au sein de l'Église de France, c'est un radical. Il est professeur au Collège de France, il intervient très souvent dans les séances publiques, donc il garde sa place. Et face à lui, il y a quelqu'un qui se radicalise de plus en plus dans le camp adverse, l'abbé de Lille, professeur de littérature, et les journaux s'amusent en quelque sorte à mettre en scène cette opposition qui existe bien lors des séances publiques, où il y a opposition. Et Lalande, dont on a un journal tenu quasiment tous les mois, justifie le fait que, comme ça, au moins, on est tranquille, il y a les adversaires et les partisans de la Révolution française qu'on met en scène lors de ces séances publiques. Alors, naturellement, progressivement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'environnement même, scientifique, pédagogique, se transforme autour du Collège de France. En juin 1793, il y a la création du Muséum d'histoire naturelle, qui devient, aux yeux des autorités, l'établissement, pourrait-on dire, phare
hein, qui doit répondre à tout un ensemble de nouvelles attentes, en particulier des attentes dans le domaine militaire, et on en parlait tout à l'heure, également des attentes dans le domaine de la gestion des objets, des collections, hein, qui arrivent à Paris, venus des spoliations, et qu'on doit mettre quelque part. Le muséum apparaît alors véritablement comme l'établissement révolutionnaire. Le Collège de France est progressivement marginalisé, mais il perdure. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est que jamais aucune autorité, hein, de la constituante à l'Assemblée montagnarde ne met véritablement en cause le Collège de France. Lorsque, le 8 août, je me suis trompé, le 8 août 1793, on décide de supprimer les académies, eh bien, le Collège de France. Alors on voit bien que dans l'Assemblée des professeurs, où ils sont quand même de moins en moins nombreux, j'ai l'impression que seuls ceux qui habitent sur place signent les registres. On voit bien qu'il y a une certaine inquiétude quand même, hein. On leur demande de signer des traités de civisme. On leur demande de contrôler les armes qu'ils ont chez eux. On voit que les professeurs du Collège de France ont un fusil, un sabre, etc. Ça crée du trouble, Et naturellement, ça a pour effet, vous voyez, qu'entre novembre 92 et novembre 93, je ne sais pas s'il y a ou pas des séances publiques. En tout cas, il n'y a pas de compte-rendu de ces séances publiques. Elles sont annoncées, vous voyez, le Collège de France, la Chambre reprendra ses exercices, mais il n'y a pas de séance publique, véritablement, pendant ces moments-là, d'autant plus qu'à partir de décembre 1793, certains professeurs du Collège de France, là encore parmi les plus importants, hein, je vous ai mis Bouchot, dont on a parlé plusieurs fois, celui qui est un des plus importants à ce moment-là, c'est Cousin qui est un professeur de mathématiques, hein, très proche de Lalande, et qui depuis 1789 est surtout connu comme un administrateur. En 89-90, c'est lui qui va gérer les subsistances dans la nouvelle municipalité de Paris. On le retrouve dans la commune de Paris en 1793. C'est quelqu'un d'essentiel, je dirais, dans la vie du collège, parce que c'est lui qui sert en quelque sorte de médiateur entre l'Assemblée des professeurs et les tutelles. En décembre 1793, il est emprisonné, il va rester en prison avec Bouchot, Poissonnier, Maudoui, jusque la chute de Robespierre, en juillet 1794. Et là, on retrouve un petit peu le récit que nous a fait rappeler Antonella tout à l'heure, c'est que vous imaginez bien qu'à la chute de Robespierre, le Collège de France n'a absolument pas, je dirais, on ne peut pas dire qu'il est le vent en poupe, hein. Les professeurs restent en quelque sorte assez discrets. Néanmoins, le Collège de France va jouer un rôle, en particulier par l'intermédiaire de Jérôme Lalande, qui en est toujours l'administrateur, dans ce qu'on appelle la construction de la terreur. C'est au Collège de France, en novembre 1794, au moment, si vous voulez, où on est en train de revenir sur toutes les lois dites terroristes. En novembre 1794, c'est là qu'on met fin au maximum des prix. On commence à libérer des prisonniers. Et en novembre 1794, lorsque Lalande ouvre la séance, il présente le Collège de France comme en quelque sorte le seul établissement à avoir permis en quelque sorte de servir de refuge des sciences et des lettres pendant ces années de barbarie, de terreur. Il y a véritablement une construction de la terreur. Et, chose intéressante, Lalande publie au même moment, en novembre 1794, dans un journal très important de l'époque, à l'époque on appelle la Décade philosophique, qui va devenir le journal des idéologues, il publie deux biographies, une de Lavoisier, une de Condorcet. Il veut les lire en novembre 1794, les autres professeurs lui interdisent. Bon, pourquoi? Assurément parce qu'on est encore dans un moment de très grande incertitude. Être trop thermidorien en novembre 1794 risquerait peut-être, en cas de retour des montagnards qui sont toujours là, risquerait sans doute de poser problème. Néanmoins, si vous voulez, il y a à ce moment-là les tutelles, alors les nouvelles tutelles, les membres du comité d'instruction publique, conduit par une grande personnalité de l'époque, Lacanal, eh bien, vont assister en novembre 1794 à la séance publique et surtout redonner en quelque sorte des financements à ce collège qui continue de se plaindre des mauvaises conditions de travail. Donc, si vous voulez, le contact est reconstruit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est dans un moment où il y a toute une réflexion sur la réorganisation des institutions pédagogiques, qui aboutira en 25 octobre 1795 à la grande loi, dit la loi Donou, qui va créer l'Institut national et tout un ensemble de grandes écoles et les écoles centrales. Le Collège de France n'est absolument pas concerné par cette réforme. Il passe complètement à travers. On ne les consulte pas,
mais jamais on leur dit que l'établissement va être supprimé, mais ni même intégré dans la hiérarchie générale. Il y a une sorte, là c'est assez intéressant de lire en quelque sorte les comptes rendus de l'Assemblée, il y a une sorte d'incertitude, un trouble général, où en fait les professeurs décident de ne pas trop bouger et attendre le bon moment. Et en fait, le bon moment, il arrive progressivement à travers toute une succession de lois, où d'un jour au lendemain, Ginguené décide d'établir le même salaire entre tous les professeurs du Muséum, de l'École polytechnique et du Collège de France. C'est une grande surprise à l'Assemblée. Alors naturellement, on peut se douter que certains professeurs ont fait en sorte que le collège soit remis en quelque sorte, je dirais, dans ces débats-là. Et en fait, le fait de le dire que vous avez le même salaire que les autres, ça va vouloir reconnaissance de cet établissement. Et rien n'était joué d'avance, parce que, justement, à un moment donné, Lalande pose la question, vous créez des écoles centrales, quelle est notre position par rapport à ces écoles? Et en fait, les autorités ne répondent pas. Donc c'est vraiment intéressant de voir en quelque sorte comment le Collège de France va en quelque sorte se réintroduire dans l'organisation générale des connaissances en quelque sorte, de l'institution pédagogique, pour devenir, et c'est ça qui est aussi intéressant à ce moment-là, un véritable bras armé de la République. Il faut savoir que, bon là je suis désolé, c'est beaucoup trop, donc vous ne lisez pas, vous me faites confiance. En fait, à partir de novembre 1796, au moment justement où, ne l'oublions pas, la France devient conquérante, on parle désormais de grande nation, le Collège de France va devenir en quelque sorte un lieu de promotion de l'universalisme savant de la République française. Indéniablement, si vous voulez, à travers en particulier l'arrivée de nouveaux acteurs. Alors, il faut savoir que là, on a à peu près des chiffres, parce que on estime, si vous voulez, le Collège de France va, en fait, tire des billets pour permettre aux gens de rentrer. Pour le 96-97, il tire 500 billets, et il y a des gens qui attendent dehors. Et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes de maintien de l'ordre. Il n'est pas rare que Jérôme Lalande fasse appel à la force publique pour venir justement encadrer ces séances publiques. Et surtout, on voit apparaître dans ces séances publiques des acteurs nouveaux, assez intéressants, donc, au moment où se construit cette grande nation. Les ministres de la République du Directoire, mais surtout les ambassadeurs. Les ambassadeurs viennent assister aux séances. Et en fait, la promotion de cette encyclopédisme, il a changé de nature par rapport au XVIIIe siècle. Ce n'est pas simplement un encyclopédisme théorique, c'est un encyclopédisme en lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, une sorte d'histoire universelle de la civilisation européenne. Et l'histoire universelle de la civilisation européenne, à travers le Collège de France, elle s'écrit à Paris. Désormais, en quelque sorte, valoriser les sciences, les promouvoir au sein du Collège de France, c'est dire que Paris, la France en quelque sorte, est à la pointe, de la grande nation, et donc de la civilisation européenne. Et on voit bien, si vous voulez, qu'à travers justement tous les comptes rendus, la manière dont sont promues en quelque sorte ces séances, donc vous voyez, le collège d'abord va renforcer en quelque sorte son autorité, on pourrait dire pédagogique et scientifique, et surtout va devenir un maillon essentiel de la promotion devant un public de plus en plus nombreux, de cette force civilisatrice, en quelque sorte, assignée aux sciences. On est vraiment dans le discours des idéologues à ce moment-là, on en parlait tout à l'heure. Il y a les peuples ascivilisés, il y a le peuple ascivilisé, et le Collège de France, avec les membres de l'Institut national, dont d'ailleurs certains professeurs entrent dans la classe des sciences morales et politiques, devient en quelque sorte ce bras armé de la République. Le 11 novembre, le 20 Brumaire, au lendemain même du coup d'État, vous imaginez bien, il n'y a pas de séance publique. C'est choisir la date de novembre, ça pose aussi problème parfois quand ça impacte l'événement politique. Le coup d'État a lieu le 18-19 Brumaire, donc le lendemain du coup d'État, les professeurs disent on ne fait pas de séance publique. Et pour finir, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est en fait pourquoi ça a été créé en 1780, mais surtout pourquoi ça se termine à partir de 1803. Parce qu'en fait, il y a plusieurs explications. Je ne vais pas trop prendre de temps parce que je vois que ça... Voilà. Tout d'abord, le moment 1800 est marqué par un... 2 minutes, c'est très bien. C'est d'abord par un renouvellement d'une génération nouvelle.
entrée de Georges Cuvier, entrée de Jean-Baptiste Biot. On est avec des acteurs, hein, certains le savent mieux que moi ici, qui n'ont pas du tout cette culture encyclopédique en tête. Cuvier, au même moment, hein, est en train de dire que la science, ça s'écrit pour les spécialistes, pour aller vite. Et puis surtout, au sein des comptes rendus, il y a quelque chose qui apparaît. Alors, je ne sais pas où c'est. Voilà, c'est là. Donc là, c'est des gens qui parlent. Ils désiraient, pour l'intérêt même de cette télévision, que les professeurs abandonnassent l'honneur de la séance publique, de ce tournoi scientifique à leurs représentants naturels, à leurs élèves les plus instruits, et que seuls les professeurs d'éloquence, de poésie, de littérature sont plus habitués à parler, etc., etc. Il y a des critiques des séances publiques. On s'intéresse sur, en quelque sorte, le rôle, l'utilité de ces séances publiques. D'autant plus que qui est mis de plus en plus en valeur dans ces séances publiques? Celui dont on parlait tout à l'heure, Jacques Delisle. Jacques Delisle, hein, qui va quitter le Collège de France en 1793 pour aller se réfugier. Il va revenir sous le Directoire. Et en fait, Delisle semble capter la lumière. Dans toutes ces séances publiques, tous les journalistes, on peut dire des journaux républicains aux journaux contre-révolutionnaires, disent que finalement, il y a une personne, alors qui est âgée, etc., hein, qui dit qu'il va partir, mais qu'on appelle qu'il revient. Il y a une personne qui capte la lumière et l'intérêt du public, c'est Jacques Delisle, hein, qui prononce des discours dont, à chaque fois, on nous dit qu'ils font un véritable tabac auprès du public. Alors, est-ce pour ça qu'on arrête les séances publiques? Je ne pense pas qu'il y ait une raison. En fait, il y a un contexte général. Le 23 janvier 1803, il y a une réforme de l'Institut national qui, justement, supprime cette classe des sciences morales et politiques, grande idée républicaine, hein, de faire une classe de toutes les sciences, en quelque sorte. En janvier 1803, on supprime cette classe et on recrée, en quelque sorte, sur le modèle, on recrée un institut sur le modèle des anciennes académies. On enterre, en quelque sorte, hein, cet idéal encyclopédique. On promeut plutôt le modèle des professeurs. Et si je dirais à qui appartient les Lumières en 1803, il n'appartient plus aux savants, forcément, mais il appartient aux professeurs du Collège de France, aux professeurs du Muséum d'histoire naturelle, aux professeurs de l'école polytechnique, et moins naturellement aux académiciens. Je vous remercie beaucoup.